La culture d'apprentissage comme levier de performance. Est-ce que tout le monde est arrivé? Tout le monde s'installe? Bon, d'accord. Donc, la culture d'apprentissage comme levier de performance. 3 intervenants. Je cède la parole à Cornerstone. Nadine, à vous. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Il faut vérifier. Alors, je vais introduire cette session, mais surtout pour mettre à l'honneur deux clients de Cornerstone. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Cornerstone. On est effectivement un éditeur de logiciels de gestion des talents qui va se focaliser sur l'ensemble de la vie du collaborateur dans l'entreprise depuis son embauche lors de l'onboarding, mais aussi pour développer son expertise au sein de la société, pour pouvoir potentiellement développer des nouvelles compétences et aller en mobilité interne et voilà, continuer son parcours et se développer au fil du temps. Alors on va parler ici de la formation comme un levier de performance et effectivement on a avec nous Thierry Kitt d'Axence et Jean-Charles Noireau. Je vais les laisser se présenter. Je voulais juste introduire cette session avec une statistique qui vient d'une étude de PricewaterhouseCoopers sur le manque de compétences digitales des managers qui a un coût d'inefficacité de 44 minutes par manager par jour. Ce qui veut dire qu'effectivement, si on augmente de 10 minutes l'efficacité de compétences d'un manager, sur une société de 2500 personnes, ça représente 2,9 millions d'euros. Donc l'enjeu de la formation est important dans notamment cette profusion d'offres digitales, et on le voit à l'image du salon sur ces 2 jours, une offre pléthorique. Comment s'y retrouver, comment assimiler, et depuis la pandémie, on a effectivement introduit énormément d'applications pour l'ensemble des collaborateurs. C'est censé faciliter la vie de tout le monde, mais effectivement, ça nécessite une certaine agilité à prendre ces outils. Alors, je vais laisser la parole effectivement à Jean-Charles pour se présenter, et notamment quels sont les enjeux stratégiques chez Sopra Steria pour lesquels vous travaillez, et quelles sont donc les missions que vous accomplissez au quotidien. Bonjour à tous, je suis donc Jean-Charles Noireau, je suis directeur adjoint de Sopra Steria Academy, l'université d'entreprise du groupe Sopra Steria. J'ai un parcours plutôt opérationnel, j'ai 25 ans d'expérience professionnelle en entreprise de services numériques avec un parcours plutôt opérationnel à la base, ensuite de prise de responsabilité, de management opérationnel, de business développement, et puis une dizaine d'années je suis tombé dans la formation avec un premier projet de transformation d'un département formation interne chez ce qui est devenu un confrère aujourd'hui. J'ai rejoint Sopra Steria et son académie il y a 4 ans. Sopra Steria, c'est une petite entreprise de 50 000 collaborateurs dans le monde, répartis dans une trentaine de pays. En 2021, c'était 4,7 milliards de chiffre d'affaires. Et donc c'est une ESN, donc on cumule un certain nombre de difficultés par rapport aux défis sur les compétences, puisque en tant qu'entreprise de service, on va dire notre richesse, ce sont les compétences de nos collaborateurs. Et en plus, on agit dans le domaine du numérique. Donc, c'est un domaine où les compétences sont encore moins pérennes. Il faut les renouveler encore plus fréquemment que dans d'autres domaines. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu actuel et des années à venir. C'est de renouveler les compétences, garder à jour les compétences de nos collaborateurs pour accompagner nos clients. Et donc là, il y a vraiment un gros enjeu de développement de la culture de l'apprentissage. Et donc on a depuis maintenant quelques mois, on se définit pas encore, mais en tout cas on se met sur la trajectoire pour devenir une organisation apprenante et vraiment mettre au cœur du projet du groupe, en tout cas pour porter le projet du groupe, le développement des compétences au quotidien pour nos collaborateurs. Donc vraiment sortir du training, s'appuyer sur le training, mais vraiment accentuer sur le learning et donc sur l'organisation apprenante. Et effectivement, vous développez le goût de la transmission au sein de Sopra pour que des formateurs internes, et je crois qu'il y en a 1500, contribuent à l'apprentissage, à la transmission quelque part de leurs compétences au sein du groupe. Et effectivement, ça fait partie de la culture, avec aussi, je voulais prendre en exemple ces bateaux que Sopra Steria utilise, avec notamment Andy Voile, qui est aussi toutes les initiatives autour de la diversité, l'inclusion, qui sont aussi des éléments forts de culture et qui engagent des collaborateurs autour de ces sujets. Alors Thierry Kitt concerne
concernant votre activité au sein de Axence, donc les enjeux stratégiques et votre mission. Bonjour à tous. Donc, je vais m'introduire rapidement. Donc, à l'instar de Jean-Charles, j'ai aussi un parcours opérationnel. Je suis ingénieur procédé de formation dans le domaine de l'oil and gas et j'ai fait ça pendant 15 années. J'ai rejoint Axence il y a 3 ans pour participer au développement des compétences dans l'entreprise et aujourd'hui, je suis responsable Learning and Development du groupe. Donc Axence, pour situer et répondre à votre question sur les enjeux, donc Axence est une société et un acteur majeur de l'oil and gas. Et on est environ 2200 collaborateurs dans le monde et notre cœur de métier, c'est de traiter le pétrole brut pour en faire des produits type essence que vous avez dans vos voitures tous les jours. Donc c'est notre cœur de métier, donc travailler dans le raffinage et la pétrochimie. On est à la mode, la transition énergétique, on est en plein dedans. Que ça soit d'un point de vue métier vraiment opérationnel, parce qu'on se tourne vers les nouvelles énergies. On travaille aussi sur tout ce qui est recyclage de plastique, etc. Donc on développe de nouvelles technologies sur ce sujet. Et en même temps, le monde est changeant et on doit s'adapter au quotidien et donc rester connecté avec notre environnement qui est très adaptable et qui évolue très rapidement en termes d'évolution technologique. Donc on utilise la formation aussi comme levier pour rester connecté avec notre environnement, donc notre environnement de travail, j'entends. Merci Siriki. Donc effectivement, Cornerstone vous accompagne, accompagne vos 2 organisations depuis, je crois, plus de 10 ans côté Axence et 6 ans, je crois, côté Sopra. Comment vous utilisez l'outil Cornerstone Learning donc pour la mise en place et le maintien en fait de cette culture d'apprentissage? Jean-Charles. Oui. Donc effectivement, on a déployé de Cornerstone la brique Learning il y a à peu près 6 ans. Elle constitue vraiment le socle. Enfin, elle a 2 aspects. Elle a l'aspect référentiel de l'activité de formation au sein du groupe. Ça, c'est à peu près 1 500 000 heures de formation l'année dernière. Donc c'est des gros volumes. Donc on y référencie l'ensemble de l'activité des actions de formation du groupe, qu'elles soient en présentiel, en classe virtuelle, en e-learning. Et c'est également le portail pour nos collaborateurs, pour les mettre vraiment en mouvement quant à leur développement de compétences. Un indicateur qui montre que ça fonctionne plutôt pas mal, on a l'année dernière eu environ 120 000 demandes de formation émises par les collaborateurs sur la plateforme. Et il y en a à peu près 95% de ces demandes qui ont été acceptées par leur manager. Donc le volume montre qu'ils se mettent en mouvement, qu'ils ont pris le pli d'utiliser l'outil pour se mettre en mouvement sur leur développement de compétences. Et en plus, il y a un aspect confiance qui fonctionne puisque 95% des demandes sont acceptées. Au-delà de ça, alors au-delà de l'aspect un peu learning, les sessions de formation, là on l'utilise vraiment pour le développement de la culture de l'apprentissage, donc plus sur le learning. Alors ça va quand même nous servir sur quelques formations de socle qui alimentent la culture du learning, formation au feedback, formation au co-développement. Donc l'outil permet de mettre en avant cette offre de formation qui après permet d'alimenter notamment les échanges entre les pairs. On va également tracer tout ce qui est le on-the-job training, l'AFEST en France, dans l'outil. Et puis, vous parliez des 1500 formateurs, on va pouvoir aussi valoriser, tracer l'activité de transmission et ensuite, on en reparlera peut-être tout à l'heure, valoriser cette activité. Et on utilise des fonctionnalités comme les badges pour valoriser, on a d'ailleurs intégré à l'outil un formulaire de déclaration de certification, pour faire référence à la présentation précédente, où là aussi c'est les certifications, l'obtention d'une certification, elle vient valoriser des compétences acquises sur le terrain, donc on est vraiment dans le cadre de la culture de l'apprenance. Et puis on va aussi utiliser les playlists par exemple pour diffuser, dans le cadre des événements, on va avoir des événements learning tout au long de l'année, le mois de l'apprentissage, la semaine des formateurs, et on va utiliser les playlists pour mettre en avant la programmation spécifique à ces événements.
Donc effectivement, Sopra Steria utilise un certain nombre de fonctionnalités d'un outil qui va permettre d'exécuter à grande échelle, puisque vous êtes présent à la fois en France mais partout dans le monde, d'exécuter à grande échelle des programmes de formation qui sont à la fois en libre service mais aussi poussés à des collaborateurs sur des programmes beaucoup plus intenses et avancés sur certains niveaux d'expertise. On parlait de badge. Alors effectivement, ça peut sembler futile, mais effectivement les gens aiment de plus en plus, et on le voit aussi sur les réseaux sociaux, mettre en avant les nouvelles compétences acquises. C'est aussi quelque part un cercle vertueux, ça donne envie aux autres de voir, enfin les collègues qui ont fait un certain nombre de choses se disent bah tiens, pourquoi pas, effectivement ça pourrait être intéressant que je développe mes compétences autour de ce sujet tendance, et donc ça amène effectivement du positif au sein de l'organisation. Sirikit, peut-être de votre côté, est-ce qu'il y a sur la façon dont vous utilisez l'outil Cornerstone, des choses que vous souhaiteriez mettre en avant? Oui, alors nous, on utilise effectivement le module Learning de Cornerstone, mais pas que, en fait, on a toute la suite de Cornerstone. Le Cornerstone est en fait le logiciel qui est commun à l'ensemble de nos entités et qu'on utilise en fait effectivement pour déployer la formation au sens large. Donc on a au sens large, donc pour le plan de développement des compétences en France, mais également dans nos filiales. Mais on a aussi, c'est ce qui est très important, c'est qu'on a utilisé Cornerstone comme vecteur de notre académie. Donc on a lancé notre académie il y a 3 ans et on utilise donc Cornerstone comme bibliothèque de contenu accessible à la demande en libre service. Donc, et le fait que ça soit le Cornerstone qui soit accessible à l'ensemble des collaborateurs rend cette bibliothèque visible et accessible et facile d'accès. De plus, en termes de formation, on fait participer nos collaborateurs dans l'élaboration de nos contenus. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, Accence est une société très technologique, avec un savoir-faire très technique et spécifique qu'on ne peut pas forcément trouver sur étagère. Donc, on valorise tout ça en impliquant énormément nos formateurs internes, nos ingénieurs, pour venir concevoir et vulgariser leur savoir. Et tout ça, c'est transcrit ensuite dans des modules e-learning ou blended learning, à une combinaison entre présentiel ou session synchrone et de la vidéo. Et ça, c'est une activité qui est nouvelle pour eux, hein, de savoir centrer sur ce qui est vraiment important et ce que doit retenir l'apprenant en sortie. Et la conception des modules est quelque chose de nouveau et de diversifiant et valorisant. Voilà. Et effectivement, on a comme Accence d'autres clients qui génèrent eux-mêmes leur propre contenu. C'est souvent les plus consommés parce que c'est des contenus qui sont propres à vos métiers et qui amènent effectivement beaucoup de partage entre pairs sur ces sujets-là. Est-ce que vous avez quelques axes que vous souhaiteriez mettre en avant sur les résultats obtenus, en tout cas dans toute l'approche self-service? C'est effectivement on est souvent en attente du service formation pour pousser des contenus. On s'aperçoit, et notamment Cornerstone a sorti un rapport des tendances de formation, et c'est un rapport qu'on a sorti début d'année, le 11 janvier, sur ce qu'on perçoit dans nos portails. On a aujourd'hui 100 millions d'utilisateurs dans la base, qui nous permet en fait, sur l'ensemble de ces big data, quelque part, d'identifier les tendances de formation. Donc il est disponible sur notre stand, n'hésitez pas à passer nous voir, on vous donnera l'accès au rapport. C'est intéressant en tout cas de voir la conversion qui se passe entre le mode push et le mode pull, c'est-à-dire que progressivement, parce qu'on amène nos collaborateurs à aller vers des formations et qu'ils savent que c'est disponible, le lendemain, ils pourront très bien y accéder parce qu'il y a une situation qui se présente à eux. On parlait de manager tout à l'heure. J'ai une situation difficile à gérer. Je vais aller chercher dans mon catalogue comment gérer telle situation difficile pour l'avoir en accès rapidement sans avoir à demander une autorisation pour me former sur tel ou tel sujet. Donc ça, c'est effectivement un axe intéressant, je trouve, dans la façon, le mindset, en tout cas, des collaborateurs sur la formation. Est-ce que vous le constatez dans vos organisations ? Alors, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, dans notre filiale française, on était très dans cette tendance-là à attendre l'aval de nos managers pour pouvoir se former. Là, on utilise clairement la formation et le fait que ce soit des contenus disponibles pour le mettre à disposition des collaborateurs et engager le collaborateur sur son propre parcours. Donc, on est vraiment dans la politique de l'organisation apprenante, c'est-à-dire que
que les collaborateurs se rendent compte que pour participer à la transformation de notre entreprise, qui est nécessaire pour s'adapter à notre marché, c'est les premiers maillons qui participent. Donc en partageant, puisque de toute façon on apprend de toutes les situations tout le temps, en partageant, en formant, en discutant, en étant à l'écoute de nos clients et en restant connecté avec notre environnement. Et clairement, la formation est un levier dans ce changement d'état, d'esprit. Alors la prochaine question, elle est autour de la soif d'apprendre. C'est effectivement comment on va développer cette soif d'apprendre pour les collaborateurs. Alors pour revenir sur ce que disait Cyril Kitsch chez Axence, donc ils ont l'ensemble des modules de la suite Talent Cornerstone. L'objectif, c'est vraiment d'avoir cette cartographie des compétences, à la fois pour moi en tant qu'individu, mais aussi pour les professionnels RH que vous êtes. C'est capable d'identifier où sont les compétences dans mon organisation et par rapport aux nouvelles compétences dont j'ai besoin demain, quelles vont être les actions que l'entreprise peut mettre en place pour pouvoir développer ces compétences du futur. Et puis pour le collectif, c'est-à-dire que parce que les personnes vont pouvoir dynamiser leur profil et leur employabilité, vont pouvoir aussi travailler ensemble sur tout ce qui est changement et innovation au sein de l'entreprise. Alors, quels sont les... alors, je reviens là-dessus. Je pense que tout le monde utilise dans la salle un GPS. Ceux qui ne l'utilisent pas, levez la main. Alors, je voudrais illustrer, en fait, ici, la solution Cornerstone comme étant le GPS, ou en tout cas l'assistant personnel, pour vous en tant qu'individu, mais aussi pour des professionnels RH, dans des chemins de carrière possibles. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a de plus en plus de chemins verticaux, transverses. C'est pas parce que je fais un métier aujourd'hui que je resterai toujours dans ce métier demain, et c'est particulièrement vrai aujourd'hui. Et comment l'outil, en fait, comment vous aider en fait dans cette soif d'apprendre au quotidien? Jean-Charles ou... C'est OK ? Oui. Alors, on a vraiment beaucoup de profils très, très différents. Donc, il y a une vraie individualisation. On parle souvent de l'individualisation de l'information, mais c'est une réalité. C'est que la façon d'apprendre, elle appartient à chaque individu. Donc, il y en a qui seront plus autonomes dans leur apprentissage, d'autres moins. Donc, certains vont être très consommateurs de contenus digitaux de formation, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Et d'autres vont plutôt avoir besoin du collectif en session de formation, que ce soit en classe virtuelle, en présentiel. Donc, il faut proposer finalement toute cette diversité. Après, sur la soif d'apprendre, moi, j'ai vu quand même une évolution ces 20 dernières années dans le monde du service et notamment des services numériques. Il y a 20 ans, c'était vraiment le rôle du manager que de faire évoluer ses collaborateurs. Les collaborateurs avaient moins conscience de l'intérêt de faire évoluer leur employabilité. Aujourd'hui, ils en ont beaucoup plus conscience et ils sont beaucoup plus moteurs, acteurs. Alors, on n'a pas besoin de trop les pousser quand même pour devenir acteurs de leur formation. C'est plutôt de mettre à leur disposition tout un tas de dispositifs différents qui vont après articuler en fonction de leurs attentes. Et d'ailleurs, on constate aujourd'hui qu'on a aussi dans nos offres de formation, elles sont beaucoup plus modulaires. On a beaucoup plus de modules et beaucoup plus courts, qui sont beaucoup plus ciblés. Ça aussi, ça va permettre une meilleure individualisation des parcours, où chacun va venir, plutôt que de passer même 3 jours, voire 5 jours, mais ça c'est même plus possible aujourd'hui, mais même 3 jours en formation, on le voit beaucoup moins. Ça va être des journées, voire des demi-journées précises, pour vraiment traiter précisément et de façon très concrète sur une compétence. Alors du coup, de notre côté, comme je vous l'ai déjà expliqué, donc on a effectivement un grand enjeu qui est lié à la transition énergétique dans tous les domaines, mais pas seulement. Donc ce qui est vrai, c'est que quand on ponce des contenus qui sont faits par nous, pour nous, sur des nouvelles technologies, mais qui sont liées à la transition énergétique, ça appelle. Et donc en fait, toutes les personnes qui ne sont pas forcément techniques vont se former. Et en fait, en se formant sur des sujets qui ne sont pas les leurs à la base, en dehors de leur périmètre de travail, ça ouvre un certain état d'esprit et une soif d'apprendre. Et en fait, c'est très intéressant de discuter avec nos business partners qui sont de base, on va dire, un peu complètement néophytes sur notre langage de l'ingénierie procédée, mais qui finalement sont très intéressés parce qu'ils sont dans une société qui est finalement actrice du changement et qui est partie prenante de la transition au sens large. Donc ça, c'est un des leviers, clairement, une fois qu'on a commencé, qu'on y a goûté et qu'on sait que c'est disponible, qu'il y a d'autres sujets, on voit qu'il y a d'autres briques, d'autres façons de cultiver sa performance. Et voilà. Et le fait d'avoir une académie
Ce qui est bien, c'est que si on a une problématique donnée, à l'instant T, on peut consulter son académie et trouver une réponse immédiate à ce qui nous bloque à l'instant T. Voilà. Merci Sirikit. Est-ce qu'il y a des éléments de mesure ou comment vous tracez l'impact finalement de l'apprentissage, la culture de l'apprentissage chez Sopra Steria? Alors, la mesure de l'impact, je ne sais pas si c'est le Graal ou le serpent de mer, mais c'est forcément une question assez compliquée. Alors, il y a quand même dans la culture de l'apprentissage, il y a le côté aussi capitalisation, transmission. Dans notre définition de la culture de l'apprentissage, on associe apprentissage et transmission, on ne voit pas l'un sans l'autre. Et sur le côté transmission, on peut, au travers des outils, notamment avec maintenant aussi l'XP, ce type de plateforme, on va pouvoir mesurer la capitalisation au travers de tous les contenus qui vont être produits et partagés. D'ailleurs, là, on est en train d'ouvrir un studio physique de captation de vidéos, de podcasts, d'audio, pour faciliter cette captation. On produit beaucoup de supports de formation assez classiques jusque-là, avec notre fameuse communauté de 1500 formateurs, concepteurs. Et là, on les amène aussi à créer du contenu plus digital, notamment à travers ce studio. Et on a aussi des outils en ligne qui facilitent la captation. Et donc, des outils type LXP vont nous permettre de mesurer combien de productions ont été, de supports ont été produits, de vidéos, podcasts, etc. ont été produits, et aussi derrière combien ils ont produit de rebonds en termes de conversation entre les collaborateurs eux-mêmes. Ça c'est vraiment important, ce côté conversationnel, où on va voir les contenus qui sont les plus appréciés et puis qui génèrent le plus de commentaires, d'échanges. Ça c'est une façon quand même de mesurer un petit peu l'impact de la diffusion de la culture de l'apprentissage. Après, sur vraiment l'impact business, ça reste plus compliqué parce que le développement des compétences, le training, c'est quand même une partie, ça s'inscrit dans un faisceau de tout un tas d'éléments qui viennent supporter le business. Pour autant, on est en train de travailler, on va travailler cette année en 2023 avec l'IFMD qui a mis en place une certification pour les organisations sur justement ce côté comment ils travaillent avec le business et quel impact ils ont sur le business. Merci. Est-ce que Sirikit voulait compléter? Oui, alors je voulais compléter. C'est vrai qu'il est compliqué d'avoir des KPI bien précis et des métriques sur l'impact de la formation sur le retour sur investissement en termes de business, etc. Par contre, moi, je constate aujourd'hui que sur des programmes innovants qu'on a lancés récemment, type le co-développement ou du coaching à distance, qui était quelque chose qui était disruptif, on va dire, dans notre société, que quand les collaborateurs remontent des besoins de formation dans le cadre du plan de développement de compétences et lors des entretiens annuels, que ces types de formations qui sont nouvelles sont plébiscités. Tout ça parce que les collaborateurs qui ont participé à ce genre de formation en parlent et quelque part promeuvent le dispositif et en retirent énormément de bien. Donc ce n'est pas forcément mesurable, mais c'est tangible. Merci Sirikit. Et effectivement, cette notion de développement de ses compétences, on sait que c'est un facteur de rétention aussi dans l'entreprise. Donc c'est un sujet qui, en tout cas, doit mobiliser l'ensemble des organisations aujourd'hui. Plus on va être capable d'apporter une liberté dans la façon d'apprendre, dans les dispositifs qu'on met en place. Et effectivement, ça peut être à travers aussi la transmission des savoirs. On va travailler de plus en plus tard, a priori. Et donc, les personnes qui sont peut-être en fin de carrière ont un certain savoir qui potentiellement peuvent les valoriser aussi en les mettant en scène, par exemple, dans un studio pour pouvoir les aider à transmettre leur savoir. Et on sait que c'est un levier, en tout cas, de rétention et d'engagement. Je vais laisser la parole peut-être pour l'animation et la conclusion avec des questions. Oh là là, moi je ne vais pas me risquer à conclure un sujet aussi compliqué. Ce qui me rassure en revanche, c'est de vous entendre dire que c'est du fantasme que de chercher à objectiver des KPI extrêmement précises et pointues sur un retour sur attente ou investissement. Et ça tue le fantasme, c'est bien de l'entendre. Bien de l'entendre. Est-ce qu'il y a des questions sur Madame ?
Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais deux questions d'abord peut-être pour Cornerstone et deux questions pour les participants. Ma première question, c'est vous aviez dit que vous aviez 100 millions d'utilisateurs dans la base et vous aviez évalué les tendances d'utilisation. Alors, j'étais intéressée de voir, est-ce que les administrateurs donc sur la plateforme Cornerstone, est-ce qu'ils peuvent voir aussi les statistiques comme ça ? Alors vous avez effectivement, alors c'est 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Effectivement, la France est le deuxième pays pour Cornerstone, donc c'est un pays qui est très important pour nous. Vous avez effectivement un certain nombre de tendances, que vous êtes capable d'identifier sur vos consommations et vos collaborateurs. Et effectivement, Cornerstone a la capacité, avec le big data et l'anonymisation des données, de détecter un certain nombre de tendances par secteur, par métier, les tendances par rapport à des compétences qui sont les plus demandées aujourd'hui. Donc c'est ce rapport qu'on a mis à disposition donc, récemment, en janvier, que vous pouvez utiliser sur notre stand avec le QR code. Il suffit de scanner le QR code et vous accédez à ces rapports donc, qui ont été présentés aussi en plénière ce matin, je crois, avec notre gourou américain et le pendant qui est en France avec Olivier Lagré. Donc n'hésitez pas à venir sur le stand ensuite aussi, même si vous voulez poser des questions à Jean-Charles et Cyril Kitt et nos équipes, on est à votre disposition. D'autres questions. J'avais juste une autre question. Est-ce que l'administrateur peut le voir, ces données-là, justement, en tant qu'entreprise? Est-ce qu'on peut voir si la fonction... il y a une fonction particulière avec des données? Tout ce qui est fonction analytics qui vous permet d'analyser les consommations, les conversions de tendance entre le push et le pull, etc. Oui. Merci, c'était la dernière question. On n'a plus le temps. De toute façon, les intervenants restent évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions, sur le stand de Cornerstone notamment. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci beaucoup. On se prend 1 ou 2 minutes.